l'invité politique ce matin, c'est Hervé Morin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, président de la... Installez-vous, je vous en prie. Président de la région Normandie, président du mouvement Les Centristes. On a beaucoup d'actualités à voir avec vous, Hervé Morin, mais d'abord, c'est en tant qu'ancien ministre de la Défense que je voudrais vous interroger sur ce qui se passe au Mali. La tension est très vive entre la France et le Mali. Hier, Jean Castex au Sénat a dit qu'il y avait une très grande crise politique. Nos soldats français sont sur place. Est-ce qu'il faut quitter le Mali ? Très clairement, toute chose étant égale par ailleurs, hein, bien entendu, on n'est pas dans le même contexte, c'est pas la même situation, mais on a un schéma qui s'approche malheureusement chaque jour de plus en plus de celui qu'on a connu en Afghanistan. On est arrivé pour lutter contre le djihadisme au Mali avec l'idée d'avoir un accord politique, de reconstruire un État. Et aujourd'hui, on apparaît de plus en plus comme une force d'occupation. C'est ça, le schéma qui est malheureusement toujours le même, puisque le but de guerre, en quelque sorte, le but de notre intervention militaire a échoué. On a une junte, on a aujourd'hui de plus en plus de difficultés à bâtir un accord politique dans la région. Et donc, au bout du compte, quelle autre solution avons-nous que celle de considérer que nous devons nous retirer? De quelle manière? Très clairement, ne nous faisons pas d'illusions. Quels que soient les moyens qui ont été déployés, qui sont énormes, l'effort de la France est gigantesque. Hein, plus de 5000 hommes, c'est pas rien pour la France. Il y a la force, la MINUSMA, etc. Bref, il y a au bout du compte un espace qui est gigantesque, avec un accroissement des forces terroristes chaque année, et donc au bout du compte, l'équation elle est impossible, parce qu'on est sur des guerres asymétriques entre la puissance militaire des forces occidentales, pour faire simple, et de l'autre, du terrorisme, du harcèlement, de l'attentat. Et donc en clair, dans ce dialogue-là, nous sommes en général en difficulté, comme nous l'avons été d'ailleurs en Afghanistan. Cette opération Barkhane n'a plus lieu d'être aujourd'hui pour vous? D'où, pour moi, l'idée que Barkhane doit être revue de fond en comble et qu'il nous faut probablement nous replier sur le Niger, bâtir un modèle dans lequel nous sommes bien entendu encore en capacité d'intervenir en cas d'urgence, mais continuer à déployer des forces importantes quand très clairement on n'a pas réussi à construire un état de droit, ou tout du moins un semblant d'état, quand il n'y a pas d'accord politique avec les forces du Nord. Et c'est un retrait à quelle échéance pour vous? Très rapide? Je pense qu'il y a un moment, il faut tirer les conclusions, et donc dès maintenant, il faut commencer à se replier, mais on se replie pas. Commencer ou progressivement? Commencer, parce que on ne replie pas 5000 hommes comme ça du jour au lendemain. On va essayer, il faut faire ça dignement, proprement. Il faut se donner les moyens de pouvoir rapatrier nos moyens. Tout ça, ce sont des opérations très lourdes. Quand la junte malienne expulse l'ambassadeur de France, vous qualifiez ça comment? Très clairement, d'une rupture, appelons ça comme ça. Pas plus? Non, mais moi, ça fait longtemps que je dis... Certains disent humiliation, pas vous? Ouais, je peux chercher des mots. Ce que je veux dire, c'est que ça fait très longtemps que je dis que de toute façon, on ne tiendra pas, parce que de toute façon, l'espace est gigantesque, et que quels que soient les volumes d'hommes, on n'est pas en situation de pouvoir installer quelque chose de durable si les conditions politiques ne sont pas réunis, c'est tout. On peut pas simplement, nous, assurer la stabilité d'un pays dans lequel personne ne veut la bâtir, cette stabilité. L'autre sujet qui concerne l'international, c'est la crise entre l'Ukraine et la Russie. Les États-Unis hier ont annoncé le déploiement de 3000 militaires en soutien à l'OTAN en Europe. Est-ce que vous craignez une escalade dans ce conflit? Jusqu'où ça peut aller pour vous? Je suis comme vous, je lis la presse, je n'ai pas plus d'informations que cela. Bien sûr que c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Jusqu'où la Russie va aller, jusqu'où Poutine ira dans sa volonté de finlandiser l'Ukraine, puisque c'est de cela dont il s'agit. Finlandiser au sens de la période de l'Union soviétique, hein, on est bien d'accord. Donc pour vous, il y a un risque d'invasion? J'en sais rien. Ce que je vois, c'est qu'ils ont, il y a 100 000, si j'en crois ce que dit la presse, ce que dit le ministre des Affaires étrangères, il y a 100 000 hommes qui sont là. Donc vous vous dites qu'ils sont pas là pour rien. Et en même temps, l'invasion de l'Ukraine serait un acte extrêmement grave.
impliquant au bas mot des sanctions très dures que nous serions obligés de mettre en œuvre, et on l'a déjà annoncé. Quelles seraient les économiques pour vous uniquement? Économiques, financières, enfin on peut tout imaginer. Et ensuite, quel est le niveau de réaction militaire des Américains? J'imagine que tout cela est évoqué entre chefs d'État, enfin je l'espère. Emmanuel Macron et Joe Biden se sont entretenus hier soir. Emmanuel Macron d'ailleurs, il n'exclut pas d'aller à Moscou lui-même pour trouver une solution diplomatique. C'est la bonne méthode pour vous? Mais il faut toujours dialoguer. Et jusqu'au dernier moment, il faut chercher à construire le dialogue. Construire le dialogue avec Vladimir Poutine, c'est pas facile. Et donc il faut pas y aller si au bout du compte, c'est pour se prendre une bonne humiliation, pour reprendre le vocable qui était évoqué tout à l'heure. Voilà. Donc, et puis par ailleurs, vous savez, les États-Unis considèrent que bien souvent en Europe, il y a plutôt un esprit de démission. Donc ils feront d'abord comme ils l'entendent, même s'ils le feront bien sûr dans un cadre qui sera celui du dialogue de l'Alliance Atlantique. Allez, on va parler d'Emmanuel Macron, mais dans le Nord cette fois, puisque c'est là qu'il se trouvait hier. Il a parlé d'immigration, puisqu'il a la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Il plaide pour une réforme de Schengen. Il dit que la promesse de libre circulation en Europe a été mise à mal par le terrorisme, par la vague migratoire, par la crise sanitaire. Est-ce que pour vous, il faut réformer Schengen et est-ce qu'il va y arriver? On a l'impression que c'est un serpent de mer, cette histoire. Non, il n'y arrivera pas. On voit bien que tout ça, c'est une posture de campagne. En fait, il se sert de l'Union européenne pour adresser des messages à nos compatriotes dans le cadre de sa candidature à l'élection présidentielle. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, s'il avait été... il aurait dû proposer à l'Union européenne d'attendre pour que la France prenne la présidence de l'Union. Le faire maintenant... en sachant qu'éventuellement, dans ce que j'espère, dans 70 jours, on aura, ou 80 jours, on aura un autre président de la République, ça veut dire que la présidence française sera une présidence pour rien. Donc ça veut dire que pour vous, il ne fera rien durant cette présidence, il est uniquement là pour envoyer des messages en vue de la présidentielle? Mais vous voyez bien que c'est entre le discours au Parlement européen, qui a été vécu par tous les membres de l'Union européenne, tous les parlementaires européens, comme un débat franco-français très mal apprécié au sein de l'Europe. Désormais, un président de la République qui s'adresse sur chaque sujet avec en arrière-pensée le débat national, ça peut pas servir à la cause de la construction européenne. Donc c'est une présidence qui sera une présidence pour rien. Et d'ailleurs, quand vous allez à Bruxelles, tout le monde le pense. Moi, j'y étais il y a 2 ou 3 mois. Tout le monde se demandait comment on allait pouvoir avancer sur des dossiers, quand sur certains dossiers, il faut du courage, et que le risque, c'est qu'il y ait un retentissement qui soit négatif au niveau national, et que de l'autre, on en fasse une tribune. On est exactement dans ce schéma. Il cherche à envoyer des messages à qui, électoralement parlant, selon vous, en ayant ce type de propos? Il est comme... à vos électeurs, notamment? Il sait que s'il y a bien 2 sujets sur lesquels les Français sont extrêmement critiques sur son bilan, c'est autour de l'environnement, et c'est sur les questions régaliennes. Et donc, il essaie, en quelque sorte, de se bâtir une autre... d'apparaître comme quelqu'un qui veut faire bouger les choses quand on n'a jamais eu aussi peu d'obligations de quitter le territoire national mis en œuvre. Allez, on va continuer à parler du reste de l'actualité. On va accueillir Guilhem Récavier qui nous a rejoint. Ça y est, on l'a retrouvé depuis Marseille. Bonjour Guilhem, directeur des rédactions du journal La Provence. Vous voulez pas nous envoyer un petit peu de soleil, s'il vous plaît, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Guilhem, on va parler de la question... pas ici, je vous rassure. On va parler avec vous de la question des EHPAD, Hervé Morin. Guilhem, je vous laisse la parole dans quelques instants. Les EHPAD, notamment le groupe Orpea, mis en cause pour des soupçons de maltraitance sur les personnes âgées dans ces EHPAD, ce que le groupe Démon, son PDG, l'a redit hier. Est-ce que vous avez eu des remontées de cas de maltraitance dans votre région d'abord? Non, franchement, je n'en ai pas. Ce qui est sûr, c'est que pour malheureusement connaître beaucoup d'EHPAD, il y a un immense effort que la France doit effectuer pour les remettre à niveau, clairement, et avec du personnel qui souvent est en grande tension, des insuffisances d'effectifs, des niveaux de rémunération qui sont faibles. C'est très dur, ce métier. C'est très dur, et en plus, quand on voit en Normandie un certain nombre d'EHPAD, il y a un immense besoin d'investissement, ça fait aucun doute. Alors après, la situation de ce groupe privé, honnêtement, je suis comme vous... il y aurait... Est-ce qu'il y a aussi besoin d'une remise en cause du système de contrôle? Ce sont les agences régionales de santé qui contrôlent aujourd'hui les EHPAD. Est-ce que pour vous, il faut revoir tout ça? Il y a quand même déjà les familles qui sont là, qui sont capables d'être des lanceurs d'alerte. Guilhem, une question là-dessus?
Oui, tout à fait. Moi, je suis dans une région, ici, la région sud, où 11% de la population a plus de 75 ans. C'est plus que la moyenne nationale, hein, qui est autour de 9%. On voit bien que la question de la dépendance des personnes âgées va être un vrai sujet dans la décennie à venir. On fait quoi, justement, pour permettre aux gens de terminer leur vie, leurs derniers jours dans les meilleures conditions? C'est quoi le programme sur la question? La question, elle est assez simple, comme je l'ai dit. Il faut à la fois mieux rémunérer celles et ceux qui travaillent dans ces établissements. Et d'ailleurs, dans ces conditions, je vous rappelle que Valérie Pécresse est celle qui défend le pouvoir d'achat. Et donc, ça s'adressera aussi à ces personnes, puisque nous avons décidé d'augmenter 10% la rémunération jusqu'à 2,5 SMIC par une baisse des cotisations sociales. Parce que nous avons décidé aussi, je le rappelle, de défiscaliser et d'exonérer de charges les heures supplémentaires, parce que nous avons décidé aussi de défiscaliser et d'exonérer de charges le rachat des jours de RTT. Donc il y a un vrai volant pouvoir d'achat dont pourront profiter ces personnels. Il y a probablement un effort à faire en matière de formation aussi, disons-le clairement. Et puis de l'autre, il y a un immense besoin d'investissement. Et comme je voyais que vous parliez des départements tout à l'heure, cet investissement, il doit notamment être porté par les départements qui ont des responsabilités, ce qui impose aussi d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire monsieur, qui est une vraie loi de décentralisation où enfin il y ait une clarification des compétences. On est dans des domaines où l'État a attribué une partie des compétences aux départements sans les attribuer complètement. Ce qui fait qu'on est dans le mélange des genres qui crée bien sûr des situations d'irresponsabilité. Moi, je suis pour une idée simple, c'est que, et d'ailleurs c'est pas la mienne, c'est aussi celle de Valérie Pécresse, c'est que le champ du médico-social soit totalement transféré aux départements. Que ce soit les départements qui aient les budgets, les financements et l'autorité et la décision sur l'ensemble du champ médico-social. On va parler, vous êtes conseiller économique de Valérie Pécresse durant cette campagne. On va parler de ce que dit ce matin Elisabeth Borne dans Le Parisien. Alors elle annonce qu'il y a 718 000 contrats d'apprentissage qui ont été signés l'an dernier. C'est un record absolu, dit-elle. Et elle dit que les mesures du gouvernement durant ce quinquennat ont permis de ramener le taux de chômage des jeunes au plus bas depuis 2008. Finalement, ils ont mené une bonne politique là-dessus? Sur l'apprentissage, il faut se méfier. Il y a en effet plus d'apprentis. Il y a plus d'apprentis parce que l'apprentissage, notamment sur la première année, ne coûte plus rien. Il y a plus d'apprentis aussi parce que, clairement et honnêtement, je vais vous le dire, vous voyez, j'ai beau être dans l'opposition, je pense que certains ont critiqué cette idée que globalement l'apprentissage coûtait très peu sur les premières années. La première année, moi, je préfère des gens qui soient en apprentissage, des jeunes qui soient en apprentissage, plutôt que des jeunes qui soient dans les missions locales. Je pense que le coût global pour la collectivité est probablement moins élevé. Ce qu'elle oublie de dire dans tout cela, c'est que l'apprentissage augmente peu sur les niveaux infra-bac et qu'il augmente beaucoup sur l'enseignement supérieur. Premier point. Ça, elle ne le dit pas. C'est qu'en vérité, les chiffres sont beaucoup plus faibles. Par ailleurs, au même moment que les contrats d'apprentissage se sont développés, les contrats de professionnalisation se sont effondrés. Quand on parle d'alternance, il faut parler du tout. Et troisième point, ce qu'elle ne dit pas, c'est que tout ça s'est fait dans un contexte d'explosion complète des coûts. Des coûts, puisque France Compétences, qui finance les coûts au contrat, alors c'est un peu technique tout ça, je suis désolé, se retrouve avec des déficits de plusieurs milliards d'euros. Je crois de mémoire que c'est entre 4 et 5 milliards d'euros. Donc en clair, comme on avait peur que cette réforme de l'apprentissage échoue, on a financé massivement des centres de formation qui ont alors amélioré leur compte de façon extraordinaire, mais au point aujourd'hui qu'il y a un déficit pour le contribuable de 4 à 5 milliards. Ce qui veut dire quoi? C'est que bien entendu, et elle le dit dans son article, je l'ai parcouru très rapidement dans la voiture en venant, c'est que les coûts au contrat, c'est-à-dire le financement de l'apprentissage dans les centres de formation va être revu à la baisse l'année prochaine. Donc après avoir connu globalement la générosité à partir de l'année prochaine, les choses vont changer. Et deuxièmement, ce qu'elle ne dit pas, c'est que quand on a des déficits pareils, il va falloir les payer. Et qui va les payer? Les entreprises. Parce que ce sont les branches qui vont payer au bout du compte. Donc oui, les chiffres se sont améliorés. Il faut les regarder précisément et c'est surtout l'enseignement supérieur qui en a bénéficié. Et troisièmement, ça a un coût gigantesque
à venir pour les branches professionnelles. Un mot sur le pouvoir d'achat, puisque c'est évidemment important. La mesure phare de Valérie Pécresse, c'était cette hausse des salaires nets de 10%. Alors là, elle revient un peu dessus, même si elle dit que c'est pas un recul, mais que c'est plutôt une clarification. Non, c'est pas un recul. Est-ce que quand même le message envoyé est mauvais? Est-ce qu'elle donne pas l'impression qu'elle est en train de céder au patronat? Mais c'est absolument pas un recul. Je trouve que la présentation qui en a été faite, j'ai eu l'occasion d'évoquer ça avec un certain nombre de vos confrères, c'est pas un recul, c'est simplement la construction de la méthode. Ok, elle dit je veux une augmentation de 10% des salaires. Très bien. Pourquoi elle le veut? Parce que vous voyez bien que vous pouvez pas constamment expliquer qu'on a des problèmes de recrutement massifs et qu'en même temps, on ne crée pas les conditions d'une vraie différence entre les revenus de solidarité et les revenus du travail. Premier point. Deuxièmement, qui peut aujourd'hui contester le fait que vivre avec 1200 ou 1300 euros par mois, c'est extrêmement difficile. Bon, à partir de là, elle dit, voilà, j'entends le message du patronat en disant, voilà, je vous explique la méthode. On va baisser les cotisations sociales, donc immédiatement, il y aura 3%. Et ensuite, on a une conférence sociale, un observatoire des salaires, et on construit ensemble les moyens pour aboutir à cette hausse des salaires de 10%. Mais on n'est pas sûr d'en voir la couleur, du coup, des 10%. Bien sûr aussi. Le patronat elle dit, mais non, pas du tout. Elle dit, je le ferai, et on verra ensemble. Parce que, quelle sera la baisse des impôts de production? On regardera où il faut mettre le curseur. Je vous explique qu'il y aura de la simplification, qu'on luttera contre la bureaucratie, qu'on permettra aux entreprises de créer plus de valeur ajoutée. Eh bien, nous chiffrerons tout cela, nous chiffrerons les conséquences de notre politique économique sur la création de valeur dans le pays, et à partir de là, on construit le cheminement. Mais soyez certains d'une chose, c'est que la hausse des salaires de 10%, elle sera mise en œuvre parce qu'elle le veut, aussi simplement que cela. Et Guilhem a une question là-dessus. Oui, moi j'ai une question sur la conjoncture économique parce qu'on voit bien que le chômage est plutôt à un niveau assez bas en ce moment. On voit bien que la croissance à 7% est quelque chose d'historique. Ça fait plus de 50 ans que c'était pas arrivé en France. Sur ce thème de l'économie, vous êtes, vous, conseiller économique de Valérie Pécresse, vous allez avoir du mal à marteler sur le terrain un autre discours parce que le bilan pour le moment d'Emmanuel Macron est plutôt bon. Nicolas Sarkozy, c'était avant, si c'était de lui dont vous vouliez parler. Écoutez, il faut quand même regarder les choses avec un peu plus d'objectivité que cela. Un, ça n'est qu'un rattrapage. On a simplement retrouvé le PIB qui était le nôtre avant la crise. C'est tout. Bon. Deuxièmement, c'est une croissance qui est alimentée par la dette. C'est de la création de masse monétaire. Bon, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc les fondamentaux de l'économie française et notamment le potentiel de croissance de l'économie française restent extrêmement faibles. Troisièmement, si vous regardez les choses, vous avez tout de même toute une série d'indicateurs, j'en cite qu'un seul pour éviter d'assommer les gens avec des chiffres, c'est la balance commerciale. On nous explique que la compétitivité de l'économie française s'est redressée. Pardon de vous le dire, si la compétitivité de l'économie française s'est redressée, la balance commerciale aurait dû se redresser. Or, la balance commerciale continue à se dégrader. Et elle ne se dégrade pas avec la Chine. Elle se dégrade avec l'Union européenne. À part le Royaume-Uni, avec lesquels on a toujours eu un excédent important, et un ou deux pays, dont la Grèce et je ne sais plus quel autre pays du Sud, nous avons des déficits commerciaux massifs, notamment avec l'Allemagne. Et ces déficits, ils ne se réduisent pas, ce qui montre très clairement que la compétitivité de l'économie française est loin d'avoir retrouvé un chemin favorable. Il y a eu des mesures de prise, qui ont été des mesures que j'approuve, comme par exemple certaines mesures sur la fiscalité, notamment sur la flat tax, sur les revenus du capital. Ok, mais derrière cela, il y a des chemins considérables. Il y a notamment, monsieur, toute la question de la politique énergétique, où là, disons clairement les choses, on a un échec gigantesque. Emmanuel Macron, ministre de l'économie et des finances de François Hollande, secrétaire général adjoint de l'Élysée en charge des questions économiques. Donc les 5 années Hollande, il en a une part de responsabilité. Puis ces 5 années de mandat, il a affaibli de façon gigantesque la filière électronucléaire française,
qui est absolument indispensable pour lutter contre la décarbonation, qui est absolument indispensable pour permettre à l'économie française d'avoir une énergie peu chère, et qui est absolument indispensable compte tenu des besoins considérables en électricité, puisqu'on sait qu'on va avoir un doublement des consommations d'électricité. Eh bien, monsieur, la seule mesure de monsieur Macron sur le sujet, c'est là un vrai scandale, c'est la fermeture de Fessenheim, et avec une centrale à charbon à 20 minutes ou à une demi-heure qui est en Allemagne. Très bien. Voilà. Et ce qui nous amène aujourd'hui à importer de l'électricité carbonée des pays d'Europe, alors que nous avions une filière nucléaire capable de répondre à la question de la décarbonation et qui nous permet d'ailleurs de pouvoir relancer une politique industrielle. Parce que quand vous bâtissez des centrales nucléaires, vous portez aussi la filière industrielle française. Et justement, Guilhem a une question sur le nucléaire pour vous. Oui, parce qu'on parle de nucléaire, on parle effectivement de la flambée des prix de l'énergie électrique en ce moment. Vous dites que Emmanuel Macron a sa part de responsabilité dans le sujet, mais est-ce que c'est pas plutôt l'Europe qui a sa part de responsabilité? Est-ce que c'est pas plutôt l'Europe qui, en 1996, en libéralisant ce marché, en créant une règle, une clé de répartition un petit peu particulière, a aujourd'hui créé le contexte qui fait que EDF est obligé de vendre moins cher de l'électricité qui lui coûte très cher à produire? C'est pire que ça, c'est qu'elle fournit l'électricité à des concurrents qui eux-mêmes... Le modèle européen, pour que vos auditeurs comprennent, c'était de dire on va sortir des monopoles et on va permettre à des fournisseurs de rentrer en concurrence. Et pour ça, on va obliger les producteurs historiques de fournir une partie de l'électricité à un prix qui n'a jamais bougé. Il restait le même, 42 €. Sauf que ces fournisseurs ne se sont jamais lancés dans la production. C'est-à-dire qu'en clair, on est dans un modèle qui ne marche pas, parce que vous avez des gens qui vous fournissent de l'électricité peu chère, et qui deviennent ensuite les concurrents d'EDF. Et puis quand ça va mal, vous l'avez vu, qui se tirent les flûtes. Vous avez vu Michel-Édouard Leclerc, il a plus de facilité à vendre sa baguette pas chère que de continuer à tenir ses contrats sur l'électricité. Bien. En vérité, j'ai discuté de ça, vous voyez, avec les représentants des grands fonds d'investissement français. Ils disent une chose simple, ce sont des tels niveaux de capex, d'investissement que les centrales nucléaires, ou que la production d'énergie massive, qu'on ne peut pas considérer que c'est le prix du marché, et notamment le prix du marché marginal, qui va permettre aux investisseurs de construire. Quand on est sur des marchés à 50 ou 60 ans d'investissement, il faut qu'il y ait un système public et un système de régulation qui soit mis en œuvre. Et donc, il faut refonder et reconstruire cette histoire-là. Et un dernier mot rapidement, Hervé Morin, parce que le temps file. Il y aura un grand meeting de Valérie Pécresse. Ce sera le... J'espère que vous y serez. On suivra tout ça, bien évidemment. On suit tous les meetings. Au Zénith dans 10 jours. Est-ce que c'est un moyen pour elle de relancer une campagne qui patine? Écoutez, la campagne... Valérie a un vrai socle. Elle a rassemblé toute la famille. On est tous ensemble. Elle a fait énormément de propositions. Moi, je vois une candidate hyper sérieuse, travailleuse. Chaque proposition fait l'objet d'un vrai travail de fond. Mais qui stagne maintenant dans les sondages. Oui, mais c'est... D'accord. Mais excusez-moi de vous dire... pour l'instant, la campagne, elle est dans une espèce de faux plat lié à un seul élément. C'est qu'il y en a un qui continue à faire campagne avec les moyens de l'État et qui dit qu'il n'est pas candidat. Donc attendons que M. Macron annonce sa candidature et la campagne va repartir sur un autre élan. Et on en reparlera avec vous. Merci Hervé Morin. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Guilhem,